On va passer à un Pardon, deuxième oui, éclairage. moi, je sors la carte que tu veux, là. Assez complémentaire, celui de Philippe de Normandie que tu présentes. Le roi de cœur, là. Le roi de cœur a une double vie. Il est à la fois chirurgien orthopédique, PH à mi-temps à Garches, et puis directeur général adjoint du groupe Corian, je vais vous expliquer ce que c'est, où il est arrivé en 2007, peu de temps après Marie-Rose van Lerberg, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, Rosemary. Donc il était d'abord en charge du développement de la politique médicale et des relations institutionnelles. Précédemment, il avait à l'AP de Paris été le directeur de la communication, puis en charge de la politique de formation médicale initiale, de formation médicale continue, et puis conseiller du directeur. Philippe de Normandie, c'est un nom connu pour moi depuis 1983, parce qu'il avait, ça fait un peu ancien combattant, hein, Philippe, notre truc, mais empêché de dormir le ministre de l'époque en fomentant une grève des internes qui avait duré un temps infini, ce qui lui a valu en 2005 la Légion d'honneur. 2 mots de Corian. Corian, c'est donc en France le numéro 2 des EHPAD, derrière Orpea. 30 000 lits, c'est énorme, hein. Avec l'ambition affichée de devenir numéro 1, mais pas en France, en Europe carrément. À la date d'aujourd'hui, c'est en Europe 593 établissements, pas loin de 600, 288 en France. J'ai bien lu ma fiche, hein. Ils sont en France et en Allemagne. Et puis, ce groupe se distingue aussi du fait qu'il n'est pas seulement des EHPAD, mais il a 76 cliniques de soins de suite, rééducation. Philippe, à l'intérieur de cette maison, est à la tête d'un institut qui s'appelle le Bien Vieillir. Le Bien Vieillir, il a aussi, à la tête de cet institut, diligenté une enquête auquel je vais m'intéresser, c'est sur la notion de plaisir après 65 ans. Philippe, c'est à toi. Mon cher. Parce que c'était aussi le dossier de ce matin, le groupe Corian, c'est juste histoire de vous faire peur, a passé un partenariat avec l'AP de Marseille, justement, sur le parcours de soins des personnes âgées. Merci beaucoup, c'est une joie d'être parmi vous. Je ne suis pas sûr que les journaux soient arrivés à Carrère, il faut voir la librairie aussi. Parce que depuis, effectivement, on est devenu le premier groupe européen, puisqu'on a racheté un certain nombre de structures, et donc on a plus de 600 établissements entre l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la France. Donc je vais essayer de vous donner un peu des réflexions, des tendances. Également, dans ma réflexion, je vais vous axer ça plus sur le chronique et donc les personnes âgées, si ce n'est qu'il y a des similitudes avec le handicap. Je suis depuis 35 ans chirurgien à Garches, où je m'occupe d'une unité de neuro-orthopédie, et je me suis beaucoup passionné sur le champ du handicap. Pour réfléchir, on en a parlé dans 20 ans. 20 ans, c'est à la fois regarder des chiffres et à la fois se lâcher un peu. On m'a dit que je pouvais me lâcher. Donc je vais essayer de vous donner quelques scénarios prospectifs. J'ai beaucoup travaillé dans ça avec des gens en France qui sont passionnants, qui travaillent sur les signaux faibles. C'est quoi les petits éléments qui nous disent peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'on pense et qu'il va y avoir des scénarios tout à fait étonnants et qui vont complètement nous bousculer et que nos petites pratiques quotidiennes, une révolution ou des révolutions peuvent complètement nous bousculer et comment on les anticipe. Je voudrais juste refaire un schéma tout simple sur les filières, parce que j'ai été très surpris de voir en 3 ou 4 ans comme les filières sont complètement en train d'exploser. Et ce n'est plus du tout ce qu'on pense, et c'est un phénomène européen. Si je cale sur le dessin les choses habituelles, le MCO, le SSR, l'EHPAD, le domicile, avec bien sûr toutes les structures de ville de santé libérale, et puis les services à la personne, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, les résidences services. Quand je regarde les flux, et je vais prendre les flux à partir du MCO, qui vont dans le MCR, dans le SSR, on voit quelque chose de très étonnant, c'est que les patients qui vont dans le SSR sont en train de baisser de façon importante, avec un flux considérable, on est à 15% au niveau européen, on voit des endroits où on est à l'heure actuelle à 40-50%, avec un rôle très important de lien qui se fait entre le SSR et la médecine de ville, sur la prise en charge des patients chroniques, avec une évolution forte de l'offre que proposait le SSR. Vous prenez la médecine physique réadaptation, maintenant ils ont des hôpitaux de jour, ils ont des consultations, ils ont même du MCO dans du SSR et ils font le suivi d'un certain nombre de patients lourds en lien avec la médecine de ville. Et puis si je continue et que je regarde quel est le flux des patients en EHPAD, vous voyez que le SSR donne très peu de patients en EHPAD. On nous a appris MCO, SSR, EHPAD. Ce n'est pas forcément comme ça la vie, puisque la grande majorité des patients qui sont en SSR, ils retournent à domicile, ils retournent dans leur système libéral, très peu vont en EHPAD. Et par contre, là où c'est une révolution incroyable, c'est classiquement on dit que les EHPAD et le médico-social en général, les gens viennent du domicile. En fait, quand vous regardez, vous avez en gros 50% des gens qui viennent du domicile.
Et puis vous avez quelque chose d'absolument incroyable qu'on n'avait pas vu venir, c'est que finalement, au jour d'aujourd'hui, 50% des gens qui vont dans du médico-social, ils sortent directement du MCO, soit pour des séjours permanents, parce qu'effectivement, la personne âgée, elle va définitivement, soit, et de plus en plus, et c'est très développé en Italie, ça explose en Allemagne et ça explose en France, on vient de signer un certain nombre d'accords dans des villes sur ce sujet-là, sur des séjours temporaires où finalement des gens très âgés, des gens de plus de 80 ans, ils veulent pas un gros plateau technique de rééducation, ils veulent un endroit où on les réautonomise dans la vraie vie. On en a marre de faire de la technicité à outrance, on va être dans la vraie vie. Et finalement, la grande majorité de ces personnes retournent à domicile. On est très frappé de ces chiffres-là parce qu'ils bousculent complètement les lignes. Et toutes ces personnes des EHPAD, ils retournent, qui partent en séjour temporaire, ils retournent en domicile ou en résidence-service. Et là encore, je suis scotché. Depuis que je travaille des résidences-service, ils vous annoncent tous qu'ils ont 10% de leurs lits qui sont réservés pour des retours directs d'hospitalisation sur des séjours courts avant que les gens retournent à domicile. Donc vous voyez bien que les logiques de parcours qu'on nous a tracées dans la tête, avec des systèmes qu'on essaie d'être un peu rigides, la vraie vie, elle est en train de les bouger sur un certain nombre de points, en particulier parce qu'il y a des logiques démographiques qui sont finalement en train de bousculer les lignes. Et puis, quand on regarde le domicile, c'est intéressant de voir que les gens qui retournent à domicile, en gros, 33% utilisent des services à la personne, quel que soit au sens large du terme, et qu'il y en a 40% qui sont en résidence-service. Et bien évidemment, il y a de l'élément clé, absolument clé, et ce tableau montre qu'il est absolument clé, qui est l'organisation et le tissu des professionnels de santé, en particulier libéraux. Ça, c'est des chiffres qui montrent qu'on a besoin de réfléchir probablement différemment dans 15 ans, et qu'il faut qu'on repense nos structures. Et puis maintenant, il y a des scénarios. Les scénarios, alors ça n'engage que moi, c'est des signaux faibles que l'on peut étudier, et ça fait partie de réflexions dans un certain nombre de think tanks qu'on peut avoir. Peut-être que dans 20 ans, on aura tordu le cou à notre médecine curative, et peut-être que la médecine préventive va avoir pris complètement le pas. Si c'est le cas, vous voyez bien qu'on va complètement repenser nos métiers. On va repenser nos métiers. Il va y avoir des délégations de tâches dans des choses très innovantes. Ça veut dire que peut-être que demain, on va contractualiser avec les patients et on se demander qui paye. Est-ce que c'est toujours la Sécu? Est-ce qu'on va avoir des montages différents financiers avec des obligations? Il y a des pays européens qui, au jour d'aujourd'hui, vous ne suivez pas votre risque, vous ne faites pas une prévention de votre risque individuel qui a été défini avec les professionnels, vous ne suivez pas le plan de route, vous n'allez pas aux examens, vous avez une diminution importante de votre prime ou on ne vous couvre pas au moment où vous avez une complication correspondant à la prévention que vous auriez dû faire. Vous voyez bien que ça bouscule complètement nos organisations. Deuxième idée, et on le voit tous les jours, et je suis sûr que vous avez plein de collègues dans vos structures qui se sont lancés dedans. J'appelle ça les médecines écologiques. La médecine écologique, nous, dans les personnes âgées, on voit bien que les médicaments, on peut les diminuer par plus de 2. Il y a plein de littérature en faisant du non médicamenteux. Qu'au lieu de donner des traitements antalgiques de dingue, la musicothérapie, vous avez plus de 1000 articles dans la littérature, montrent qu'on peut faire des choses incroyables. Que nos handicapés à Garches, on a arrêté de les traiter avec des antibiotiques et on leur file du jus vous savez, les graines canadiennes, etc., etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère écologique? Quand vous voyez que vous avez moins de 2% d'activité dans le MCO à l'heure actuelle en chirurgie, en gros, vous êtes à moins ou moins 2%. Oui, c'est le problème du pétard et les douleurs. Le pétard et les douleurs. Vous fumez un pétard, vous n'avez plus les douleurs neurologiques. Bon. Non, mais pour vous dire qu'on est peut-être, et il y a des signes indirects, vous avez une baisse de l'activité aiguë globale. Est-ce que c'est parce qu'on ne cherche pas un autre type de médecine et est-ce que demain, elle ne va pas être structurante? Est-ce que ça ne veut pas dire que demain, on ira voir des tutelles et on leur dira, écoutez, on est prêt, nous, à avoir une baisse importante sur un certain nombre d'items, mais on veut avoir 50% du résultat pour se financer autre chose. C'est le sujet de l'éducation sportive et de la rééducation. À un moment donné, on avait été obligé de mettre des choses sur la table et les signaux faibles, et c'est la population qui nous pousse, va faire qu'on ne va pas pouvoir rester indifférent. On peut s'arc-bouter. Peut-être que ces signaux, ils sont en train de nous bousculer fortement. Et puis, troisième point, le parcours. Je dirais, on se marre, on s'est tous usés. Je me suis occupé à un moment donné des réseaux de soins à la paix. Les parcours, ça fait 15 ans qu'on passe une énergie considérable et tous les profils qu'on a essayé de faire, on se plante. Est-ce que demain, ce n'est pas le patient qui va décider son parcours et qu'on aura besoin d'éclairer le patient? Et est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est pas demain? Rappelle, on était la semaine il y a 15 jours sur un séminaire passionnant avec la mutualité qui disait que les parcours, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 3 ou 4 ans. C'est les Google, les Yahoo, c'est les énormes data
qui vont à l'heure actuelle produire l'information et qui diront aux patients, voilà des éléments, est-ce que ce n'est pas les patients entre eux qui vont juger de la qualité? Donc on a une vraie réflexion à mener dans ce domaine-là qui va nous bousculer de façon absolument considérable. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est demain. Et donc quel va être notre rôle de transparence de l'information et le rôle qu'on va avoir, en particulier au niveau des libéraux, pour avoir un éclairage intelligent de ces informations qui auront quand même un consumérisme extrêmement fort. Et puis 3 autres points qui me paraissent clés. C'est qu'on voit bien que dans ce système, et ça rejoint toutes ces logiques de data, c'est qu'à un moment donné, on va être beaucoup plus dans une logique de référence. On va sortir de l'hospitalocentrisme parce que la logique d'orgagne, la spécialité d'orgagne, je pense qu'elle est morte au sens, les leaderships, on est les meilleurs. On va redevenir à une médecine beaucoup plus individuelle et beaucoup plus globale. Et donc, il va y avoir des duos extrêmement forts, j'en suis absolument convaincu, dans les scénarios, on voit une vraie tendance entre la proximité, que ce soit les modes d'exercice différents, et un certain nombre de spécialités, mais assez globales. Je pense à la médecine de rééducation, je pense à la gériatrie, je pense à la pédiatrie, qui vont redonner complètement les cartes et finalement qui achèteront le plateau technique. Et que le plateau technique, est-ce qu'il il va pas se retrouver demain en train d'exploser? Que le MCO, son problème, c'est qu'il a de l'hébergement, il va plus savoir quoi faire de ses lits, qu'il faut réorienter tous nos moyens sur le plateau technique. Or, on a construit des structures qui vont tenir 30 ans. Et vous voyez bien qu'il va y avoir des tensions absolument considérables dans ce scénario qui commence à vraiment avoir une véritable tendance. Ça veut dire quand même, et un autre scénario qui voit bien apparaître, c'est comme en Italie, on va probablement avoir des logiques de financement finalement de globalité et qu'on ira négocier des lits dans la filière ou une organisation dans la filière et que notre système vertical, il va péter. Il ne peut pas continuer comme ça, c'est absolument impossible. On a beaucoup de scénarios, ou en tout cas de signaux faibles qui nous laissent supposer qu'on voit bien qu'on est arrivé à une limite. Et que par rapport au financement, il n'y a plus d'argent, on en a marre de payer des impôts. Et donc ça sera parce qu'on va être intelligent dans cette redistribution qu'on sera capable de se donner les marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre, elles se feront, et beaucoup d'éléments, en tout cas nous on en est convaincus au niveau de Corian, elles se feront en repartant de la proximité du patient et pas à partir du système de spécialité ou d'hyper-spécialisme qui au jour d'aujourd'hui a tendance à vouloir structurer. J'ai beau être chirurgien un je pilote une unité qui est la référente nationale, je pense qu'on est là uniquement pour répondre à des besoins identifiés, ce n'est pas à nous à assurer les coordinations et à vouloir prendre la place de la proximité. Et donc enfin, vous en parliez ce matin, l'iPhone, demain la télémédecine, on mettra le patch. Quand vous voyez les chariots de télémédecine, j'étais avec un fabricant, vous avez des petites mallettes comme ça, le plateau technique qui fera tout, dont la biologie, on l'aura tous dans nos structures, mais les patients, ils l'auront chez eux aussi. Le vrai problème, c'est le médico-économique, c'est où est-ce qu'est notre retour sur investissement. Mais on voit bien que ce système de e-santé, il est en train de nous bousculer, il va aller tellement vite que si nous ne l'anticipe pas, on risque d'être complètement dépassé et avoir un environnement qui va nous contraindre. Donc je reste absolument convaincu qu'il n'y a aucun scénario qui est 100%, mais qu'il va y avoir une mixité de ces scénarios. Je suis absolument convaincu que les contraintes et les innovations vont très vite, mais il va falloir qu'on soit intelligent dans ce système. Parce que c'est une chance, je reste convaincu que c'est une chance, et qu'il y a de véritables opportunités, en particulier pour les professionnels. On subit, on va y aller. Je pense que les organisations, moi je suis admiratif des discussions que vous avez, là supposer qu'on est capable de prendre fortement la main en négociation forte avec nos tutelles, mais ça veut dire qu'on va être dans des logiques de contrat où on sera capable de dire on est prêt à faire des choses innovantes, et on est prêt à les contractualiser, et on est prêt à être un peu borderline, et pas de s'enfermer toujours dans ces systèmes extrêmement rigides. Je suis frappé des exemples qu'on a eus à l'étranger, ou des exemples qu'on peut avoir nous, en Italie ou en Allemagne. On arrive à faire des négociations qui sont des négociations avec une certaine souplesse. Je vous remercie. Merci. Pour ceux qui étaient là l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait un peu du Laurent Alexandre aussi, et d'ailleurs il est venu, et c'est pour ça aussi qu'on a invité Philippe à être là aujourd'hui. Peut-être quand même, non pas c'est pas que des signaux faibles. Est-ce que de ce que vous tirez aujourd'hui, je dis vous, à Corian, de justement votre présence forte. Numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, numéro 1 en Italie, numéro 2 en Belgique. Est-ce que des signaux plutôt forts que faibles, est-ce qu'il y a des prises en charge aujourd'hui, notamment de la personne âgée, qui sont plus efficaces et moins cloisonnées que les nôtres? Tu m'as souvent parlé notamment de la place des familles, des aides par rapport aux professionnels, par exemple. Moi, je crois de plus en plus qu'il faut démédicaliser les vieux au bon sens du terme.
et qu'on peut imaginer des choses différentes. Je vous donne un exemple en Allemagne. Moi, je suis extrêmement frappé de la souplesse des Allemands. Je devrais aller en maison de retraite. Je me posais la question de savoir si je n'irais pas en Allemagne. En fait, quand je suis très admiratif. Je vous donne 2 exemples. Ils ont une logique de bénévolat absolument insensée, mais c'est propre à l'Allemagne pour plein de raisons. Mais c'est vrai que l'accueil d'une maison de retraite, elle est tenue par des bénévoles, mais en même temps, c'est pas qu'une maison de retraite parce que vous avez la résidence-service, et c'est les gens de la résidence-service qui viennent assurer la proximité, l'accueil et le bar pour les personnes de l'EHPAD. Et puis, je vous donnais un autre exemple, je le prends tout parce qu'il je le trouve admiratif. C'est qu'en Allemagne, pour les malades patients atteints de maladie d'Alzheimer, ils ont des accompagnements, des accompagnateurs de vie. C'est des gens, ils ont fait n'importe quel métier, ils veulent redonner du sens. Ils veulent pendant quelques années se poser. On leur met 2 mois de formation, 2 mois et demi, on leur explique. Mais en fait, c'est de la relation humaine. On n'en fait pas des professionnels de santé. Et puis ensuite, ils vont dans les EHPAD. Et puis, ils sont là pour, en fonction de ce qu'ils aiment, la personne qui était une fan de tricot, elle aide les personnes à faire du tricot. Il y en a d'autres qui aiment se balader, etc., etc. Et il y a une logique de proximité absolument incroyable. Et les professionnels de santé, ils ne sont pas là. Et j'ai été très frappé quand je discutais avec les aides-soignants, avec les infirmières, les animateurs, en disant, vous n'avez pas l'impression que ça se passe bien, vous n'êtes pas inquiets. Vous imaginez en France des non-diplômés qui sont avec des diplômés, vous voyez le bordel tout de suite. Et là, pas du tout. Il y a une espèce de sérénité. Et tout le monde conçoit qu'on est plus fort et qu'on peut mettre de la souplesse. Et voilà un exemple qui me frappe, et je trouve que, là encore, et ça rejoint un peu les conversations sur l'Europe, je pense qu'il y a des mines d'exemples intelligentes. Et effectivement, par exemple, au niveau du groupe, on a décidé de lancer plusieurs grosses études européennes, considérant qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qu'il faut aller chercher dans les autres pays, ou même dans nos autres régions, entre nous de temps en temps, et qu'il faut savoir arriver à les vendre intelligemment. Et pour ça, je pense que c'est un secteur qui a besoin de produire de la connaissance. Je pense que notre connaissance, elle sort trop du système hospitalo-universitaire de spécialité, et on a besoin de produire de la connaissance dans le champ de la vraie vie, parce que c'est en produisant de la connaissance et des études qu'on est capable, alors à ce moment-là, d'arriver à faire avec du factuel de la négociation intelligente et de la contractualisation avec les tutelles. Et donc, je pense qu'il faut absolument être beaucoup plus ambitieux dans notre capacité, notamment dans le monde médico-social au sens large, à s'organiser pour produire de la connaissance.